L'eau est tellement transparente que tu peux voir 80 mètres sous la surface, comme du verre liquide. Mais cette beauté cache quelque chose, une température de moins 1,9 degré, le point où l'eau devrait geler, mais elle ne le fait pas. Et quand elle le fait, elle écrase les bateaux d'acier comme du papier. Il a fallu 107 ans pour trouver le dernier. C'est la mer de Weddell, une portion de l'océan Atlantique Sud incrustée en Antarctique, où la nature réécrit les règles de ce qui est possible. Elle a l'eau la plus transparente du monde, mais aussi la plus mortelle. C'est un laboratoire naturel où la glace respire, où l'océan crache des trous géants en hiver et où les bateaux disparaissent sans laisser de traces pendant des décennies. Ce n'est pas un endroit pour les touristes. C'est un endroit où la science et la survie s'entrechoquent à chaque vague. Et aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi cette mer a une réputation qui terrifie même les explorateurs les plus expérimentés. Si tu veux découvrir d'autres endroits comme celui-ci, abonne-toi et active la cloche. Le nom de cette mer vient d'un homme qui a presque pas survécu pour le raconter. James Weddell était un capitaine britannique et chasseur de phoques qui, en 1823, a décidé de faire quelque chose que personne n'avait tenté. Naviguer plus au sud que n'importe quel humain n'était jamais allé. Son bateau, le Jane, était petit, en bois renforcé, conçu pour résister à la glace. Mais il n'était pas préparé pour ce qu'il a trouvé. Weddell a navigué 740 km plus au sud que n'importe quelle expédition précédente. Il a atteint les 74 degrés de latitude sud, un record qui a tenu pendant 80 ans. Et en naviguant, quelque chose a attiré son attention. L'eau était incroyablement claire, tellement que tu pourrais voir les profondeurs comme si tu regardais à travers du cristal. Mais il a aussi remarqué quelque chose d'étrange. La glace autour de lui ne se comportait pas comme la glace normale. Elle se déplaçait, elle se compactait, et quand elle le faisait, elle piégeait tout sur son passage. Weddell a écrit dans son journal que l'eau avait une clarté qu'il n'avait jamais vue dans aucun autre océan, et il avait raison. En 1986, des scientifiques de l'Institut Alfred Wegener ont fait une mesure officielle. Ils ont immergé un disque de Secchi, qui est un disque blanc utilisé pour mesurer la transparence de l'eau, et l'ont descendu 80 mètres. Ils pouvaient toujours le voir. C'est un record mondial. Pour mettre ça en perspective, dans les Caraïbes, qui ont de l'eau cristalline, le disque de Secchi disparaît à environ 30 mètres. Dans la mer de Weddell, tu peux voir le triple de profondeur. Mais cette clarté a une explication scientifique qui révèle aussi pourquoi cette mer est si dangereuse. L'eau est tellement froide qu'il n'y a presque pas de vie microscopique. Pas de plancton, pas d'algues, pas de particules organiques. L'eau est pure. Mais elle est aussi presque gelée. La température moyenne de la mer de Weddell est de moins 1,9 degrés Celsius. C'est en dessous du point de congélation de l'eau douce. Alors, pourquoi ne gèle-t-elle pas complètement? La réponse se trouve dans le sel. L'eau de mer a une concentration de sel d'environ 35 grammes par litre. Ce sel abaisse le point de congélation de l'eau à moins 1,9 degrés. Mais dans la mer de Weddell, la salinité est encore plus élevée dans certaines zones, atteignant jusqu'à 38 grammes par litre. Cela signifie que l'eau peut être à des températures extrêmement basses sans geler. Mais il y a une limite. Quand la température baisse suffisamment, ou quand le vent et les courants mélangent l'eau froide de la surface avec l'eau légèrement plus chaude des profondeurs, la mer gèle. Et quand elle le fait rapidement. En l'espace de quelques heures, la mer de Weddell peut passer d'eau ouverte à une couche de glace de plusieurs mètres d'épaisseur. Ce n'est pas de la glace fragile qui se brise facilement. C'est de la glace qui se déplace, qui s'empile, qui se compresse avec une force de milliers de tonnes par mètre carré. Et si un bateau est au milieu de ce processus, il est piégé. Il n'y a pas d'échappatoire. La glace l'entoure, le presse et finalement l'écrase. C'est exactement ce qui est arrivé à l'Endurance en 1915. Mais avant d'arriver à cette histoire, tu dois comprendre comment fonctionne la glace dans la mer de Weddell. Parce que ce n'est pas juste une couche solide. C'est un système vivant, dynamique, qui répond au vent, au courant et à la température de l'eau en dessous. La mer de Weddell est dominée par ce que les scientifiques appellent le gyre de Weddell. C'est un courant océanique massif qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, traînant de l'eau froide des profondeurs vers la surface. Cette circulation est impulsée par le vent
qui souffle constamment depuis le continent antarctique vers la mer. Le vent ne fait pas que refroidir l'eau, il la pousse aussi, créant des courants qui peuvent atteindre des vitesses de plusieurs kilomètres à l'heure. Quand l'eau froide de la surface entre en contact avec l'air encore plus froid, la glace se forme, mais elle ne se forme pas uniformément. D'abord, de petits cristaux de glace appelés fragile ice apparaissent. Ces cristaux flottent à la surface et s'accumulent, formant une couche mince et fragile. Mais à mesure que le vent les pousse, ils s'entassent, se compactent et se transforment en ce qu'on appelle pack ice ou glace compacte. La glace compacte n'est pas une feuille plate. C'est une masse chaotique de blocs de glace empilés les uns sur les autres, certains de plusieurs mètres de hauteur. Ces blocs sont en mouvement constant, poussés par les courants et le vent. Quand deux blocs se heurtent, la pression peut être suffisante pour soulever un bloc sur l'autre, créant ce qu'on appelle des crêtes de pression. Ces crêtes peuvent atteindre des hauteurs de 10 mètres ou plus. Et voilà le problème. Si un bateau reste piégé dans la glace compacte, il n'est pas juste entouré de glace. Il est soumis à une pression constante de tous les côtés. La glace ne s'arrête pas. Elle se déplace, se comprime, et si le bateau n'est pas assez solide, il se déforme. Les coques en acier se tordent comme des boîtes de conserve écrasées. Les rivets sautent. Les plaques se séparent. Et l'eau entre. Mais la glace de la mer de Weddell a une autre caractéristique qui la rend unique. Elle se forme non seulement à la surface, elle se forme aussi sous l'eau. Quand les courants traînent de l'eau surrefroidie des profondeurs, cette eau peut geler au contact de n'importe quelle surface. Cela inclut la coque d'un bateau. Imagine-toi naviguer dans des eaux apparemment ouvertes, et soudainement ton bateau commence à accumuler de la glace sous la ligne de flottaison. Le poids supplémentaire fait que le bateau s'enfonce plus profondément. Et plus profondément il s'enfonce, plus de glace il accumule. C'est un cycle qui peut se terminer avec le bateau au fond de l'océan. Les marins qui ont navigué la mer de Weddell parlent d'un son qu'ils n'oublient jamais. C'est le craquement de la glace contre la coque. Au début, cela ressemble à des éraflures, comme si quelque chose grattait la peinture. Mais ensuite, cela devient plus fort, plus insistant. C'est le bruit de la glace qui presse, qui cherche des faiblesses dans la structure du bateau. Et quand elle en trouve une, cela explose. Le métal se brise, le bois se fend, et la mer entre. Ce canal a déjà exploré plus de 150 lieux interdits. Si tu veux être le premier à voir les prochains, abonne-toi, mets un j'aime, et commente ta ville ci-dessous, ainsi nous savons où sont nos explorateurs. L'Endurance était un bateau spécial. Il a été construit en 1912 en Norvège, spécifiquement conçu pour l'exploration polaire. Sa coque était en bois de chêne et de pin, renforcée par des poutres d'acier. Elle avait une épaisseur de plus d'un demi-mètre dans certaines sections. Les ingénieurs qui l'ont conçu croyaient qu'il pouvait résister à n'importe quoi que la glace polaire lui lancerait. Ils se trompaient. En août 1914, Ernest Shackleton a quitté l'Angleterre avec une mission ambitieuse, traverser l'Antarctique d'un bout à l'autre à pied. Pour ce faire, il devait amener l'Endurance à la mer de Weddell, débarquer sur la côte et commencer la marche. Mais dès qu'ils sont entrés dans la mer de Weddell, les choses ont commencé à mal tourner. La glace était plus compacte que d'habitude. Shackleton et son équipage de 27 hommes ont navigué pendant des semaines, esquivant les blocs de glace, cherchant des canaux ouverts. Mais le 18 janvier 1915, la glace les a encerclés. Il n'y a pas eu de collision dramatique. Simplement, la glace s'est fermée autour du bateau comme un piège, et elle ne s'est jamais réouverte. Pendant les premiers mois, l'équipage n'était pas trop inquiet. L'Endurance flottait sur la glace, congelée en place, mais intacte. Ils pensaient que quand l'été antarctique arriverait, la glace fondrait et ils pourraient continuer. Mais l'été est arrivé et la glace n'a pas fondu. En fait, elle s'est déplacée. Le Gyr de Weddell a traîné le bateau piégé vers le nord, l'éloignant de sa destination. Et, pendant qu'il se déplaçait, la glace a commencé à se comprimer. Les hommes pouvaient entendre les craquements. Au début, c'était doux, comme le bruit de branches qui se cassent dans une forêt. Mais avec le temps, cela s'est intensifié. Plus profond, comme si la glace respirait. Shackleton a écrit dans son journal que le bruit était terrifiant, parce qu'il savait ce que cela signifiait. La glace écrasait le bateau. En octobre 1915, après avoir été piégé pendant 9 mois,
l'endurance a commencé à céder. Les poutres en bois se sont fissurées. L'eau a commencé à s'infiltrer par les joints. L'équipage a pompé l'eau jour et nuit, mais il ne pouvait pas suivre le rythme. Le 21 octobre, Shackleton a donné l'ordre d'abandonner le bateau. Les hommes ont déchargé tout ce qu'ils pouvaient. Nourriture, équipement, canots de sauvetage. Et puis, ils ont observé l'Endurance qui coulait lentement dans les eaux gelées. Le bateau a mis près d'1 mois à couler complètement. La proue s'est levée lentement tandis que la glace continuait à l'écraser, jusqu'à ce qu'elle finisse par se briser en deux et disparaître sous la glace. Les hommes se sont retrouvés échoués sur la glace, à des centaines de kilomètres de la terre ferme, sans bateau, sans communication avec le monde extérieur. Ce qui a suivi a été l'une des histoires de survie les plus incroyables de l'histoire. Shackleton et son équipage ont passé 5 mois à marcher sur la glace, traînant leurs canots de sauvetage, attendant d'atteindre des eaux ouvertes. La glace sous leurs pieds n'était pas stable. Elle se déplaçait constamment. Il y avait des fissures qui apparaissaient de nulle part, assez larges pour avaler un homme. Il y avait des blocs de glace qui s'élevaient sans préavis, poussés par la pression d'en bas. Les hommes dormaient dans des tentes sur la glace, sachant qu'à tout moment une fissure pouvait s'ouvrir directement en dessous d'eux. La nourriture était rare. Ils chassaient des phoques quand ils pouvaient, mais les phoques étaient difficiles à trouver. Le froid était constant. Des températures de 30 degrés en dessous de zéro étaient courantes, et le vent soufflait sans arrêt, coupant la peau exposée, gelant toute humidité en secondes. Les hommes ont développé une gelure sur les mains et les pieds. Certains ont perdu des doigts, mais ils ont continué. Quand enfin la glace s'est brisée, ils ont monté les canots de sauvetage et naviguent vers l'île Éléphant, un morceau de roche inhospitalière au bord de la mer de Weddell. Ils sont arrivés là, en avril 1916, après avoir passé presque 1 an et demi sur la glace. Mais l'île Éléphant n'était pas un refuge. C'était à peine un endroit où ils ne se noieraient pas. Il n'y avait pas de nourriture. Il n'y avait pas de refuge. Et personne ne savait qu'ils étaient là. Shackleton a pris une décision. Lui et 5 autres hommes feraient un voyage dans l'un des canaux de sauvetage jusqu'à l'île de Géorgie du Sud, à 1300 km de distance. Le voyage prendrait des semaines, traversant certaines des eaux les plus dangereuses du monde. La mer entre l'île Éléphant et la Géorgie du Sud est connue pour ses tempêtes violentes, des vagues de 10 mètres et des vents de force ouragan. Mais c'était la seule option. Le canot qu'ils ont utilisé, appelé James Caird, avait seulement 7 mètres de long. Il n'a pas été conçu pour les traversées océaniques. C'était un canot de sauvetage, pensé pour les courtes distances dans des eaux relativement calmes. Mais Shackleton et son charpentier de bord l'ont renforcé comme ils ont pu, utilisant du bois d'autres canots, des clous sortis de boîtes et de la toile cirée pour se protéger de l'eau. Ils ont mis les voiles le 24 avril 1916. Pendant 16 jours, ils ont navigué à travers des tempêtes qui les ont presque noyés plusieurs fois. L'eau s'infiltrait constamment dans le canot. 2 hommes devaient écoper l'eau sans arrêt tandis que les 4 autres maniaient les voiles et le gouvernail. Ils dormaient par équipe de 30 minutes. La nourriture était rationnée. Des biscuits imbibés d'eau de mer, de la viande de phoque sèche et du thé chaud quand ils pouvaient allumer le petit réchaud sans que les vagues ne l'éteignent. Le froid était si extrême que l'eau de mer qui éclaboussait le canot gelait instantanément, recouvrant l'embarcation d'une couche de glace qui augmentait le poids et rendait le canot moins stable. Ils devaient briser la glace constamment avec des haches, travaillant par équipe pour éviter que le canot ne chavire sous le poids supplémentaire. Finalement, le 10 mai, ils ont aperçu la Géorgie du Sud, mais leur problème n'était pas terminé. Ils ont atterri du mauvais côté de l'île, loin des stations baleinières où ils pourraient retrouver de l'aide. Et entre eux et ces stations, il y avait une chaîne de montagnes qui n'avait jamais été traversée. Ils n'avaient pas d'équipement d'escalade, ils n'avaient pas de carte détaillée, mais ils n'avaient pas d'option. Shackleton, avec 2 des hommes les plus forts, a commencé la marche. Il a laissé les 3 autres sur la côte, trop faibles pour continuer. Pendant 36 heures, ils ont traversé des glaciers, escaladé des montagnes et dévalu des pentes glacées. À un moment donné, ils ont atteint une falaise qu'ils ne pouvaient ni escalader ni contourner. La seule option était de glisser dessus. Alors, ils se sont assis, se sont serrés les uns contre les autres pour ne pas se séparer, et se sont laissés dévaler une pente de glace de plus de 200 mètres. Ils ont survécu. Le 20 mai 1916, presque 2 ans après avoir quitté l'Angleterre,
Shackleton a atteint la station baleinière de Stromness en Géorgie du Sud. Les travailleurs qui l'ont vu ne l'ont pas reconnu. Il était émacié, couvert de crasse, avec les cheveux et la barbe emmêlés. Mais il avait réalisé l'impossible. Et maintenant, il pouvait organiser un sauvetage pour les hommes qu'il avait laissés derrière. Il a fallu 3 tentatives et plusieurs mois. Mais finalement, le 30 août 1916, Shackleton a réussi à atteindre l'île Éléphant et sauver les 22 hommes qui y attendaient. Incroyablement, tous les 28 hommes de l'expédition d'origine ont survécu. Personne n'est mort. C'est l'une des prouesses de survie les plus extraordinaires jamais enregistrées. Mais l'endurance s'est perdue. Pendant 107 ans, personne ne savait exactement où était le bateau. On connaissait l'emplacement approximatif où il avait coulé, mais la mer de Weddell est immense, profonde et couverte de glace la plupart de l'année. Trouver un bateau naufragé dans ces conditions semblait impossible. Jusqu'à ce qu'en mars 2022, une expédition de la Falklands Heritage Trust le trouve. Utilisant un véhicule sous-marin autonome équipé d'un sonar haute résolution, l'équipe a exploré le fond de la mer de Weddell à plus de 3000 mètres de profondeur. Et voilà. L'Endurance, intacte, presque parfaitement conservée. La coque en bois ne montrait aucun signe de décomposition. Les mâts étaient toujours debout. Même la roue du gouvernail était visible. Le nom du bateau, Endurance, était toujours lisible sur la poupe. Les eaux froides de la mer de Weddell avaient agi comme un congélateur naturel, conservant le bateau comme s'il avait coulé hier. À ces profondeurs, la température de l'eau est proche de 0 degré et il y a très peu d'oxygène. Cela signifie que les organismes qui normalement décomposent le bois, comme les bactéries et les vers marins, ne peuvent pas survivre. Le bateau s'est simplement posé au fond de l'océan et y est resté, intact, attendant d'être découvert. Mais l'Endurance n'est pas le seul bateau que la mer de Weddell a revendiqué. L'histoire de cette mer est remplie de bateaux perdus et d'expéditions échouées. En 1903, un autre drame s'est déroulé dans ces mêmes eaux. L'Antarctique, un bateau de l'expédition suédoise dirigé par Otto Nordenskjöld, est resté piégé dans la glace alors qu'il tentait de récupérer un groupe de scientifiques qui avaient repassé l'hiver sur l'île Snow Hill. L'Antarctique était plus petit que l'Endurance et moins renforcé. Quand la glace l'a piégé, il n'a pas résisté longtemps. Le bateau a coulé, mais l'équipage a réussi à se sauver et a atteint l'île Paulet, où ils ont construit un refuge de pierre et ont survécu en chassant les pingouins. Pendant des mois, personne ne savait s'ils étaient vivants ou morts. Les 3 parties de l'expédition, le groupe de l'île Snow Hill, l'équipage de l'Antarctique et un 3e groupe qui avait été envoyé en exploration, étaient séparés et sans communication. Finalement, en novembre 1903, une corvette argentine appelée Uruguay, commandée par le lieutenant Julian Irizar, est arrivée dans la zone de recherche. Contre toute attente, ils ont réussi à trouver les 3 groupes. Tous ont survécu. Mais l'Antarctique s'est perdu, un autre bateau dévoré par la mer de Weddell. Et puis, il y a le Deutschland, le bateau de l'expédition allemande de Wilhelm Filchner en 1912. Le Deutschland est resté piégé dans la glace pendant 9 mois. L'équipage a vécu sur le bateau congelé, attendant que la glace se brise. Contrairement à l'Endurance et l'Antarctique, le Deutschland a survécu. Quand enfin la glace s'est ouverte, le bateau était endommagé mais flottant. Ils ont réussi à naviguer de retour en Argentine. Mais c'était une expérience qui a laissé l'équipage traumatisé. Plusieurs hommes ont développé des problèmes psychologiques à cause de l'isolement et du stress constant d'entendre la glace presser la coque. Alors, qu'est-ce qui rend la mer de Weddell si dangereuse pour les bateaux? Ce n'est pas juste la glace. C'est la combinaison de la glace, des courants imprévisibles et d'un phénomène que les scientifiques commencent à peine à comprendre, les polynias. Une polynia est une zone d'eau ouverte complètement entourée par la glace. Imagine-toi au milieu d'un océan congelé, des kilomètres de glace dans toutes les directions, et soudainement tu trouves un trou. Un trou qui peut avoir la taille d'une ville ou d'un pays. La plus grande polynia jamais enregistrée dans la mer de Weddell avait la taille de la Suisse. Plus de 80 000 km² d'eau ouverte entourée par la glace solide. Les polynias ne sont pas nouvelles. Les scientifiques les ont observées pour la première fois dans la mer de Weddell en 1974, quand un énorme trou est apparu dans la glace près d'une élévation sous-marine appelée Maud Rees. Le trou mesurait environ 80 000 km². Et puis,
Après 3 ans, il a disparu. Il n'a pas réapparu jusqu'en 2016, et puis à nouveau en 2017. Et depuis, il a réapparu par intermittence, toujours dans la même zone. Pendant des décennies, les scientifiques n'ont pas pu expliquer pourquoi ces polynias se formaient. C'était déconcertant. Comment peut-il y avoir de l'eau ouverte au milieu de l'hiver antarctique, quand la température de l'air est à 30 degrés en dessous de zéro et tout autour est congelé? Ça n'avait pas de sens. Mais en 2024, une équipe de chercheurs a finalement résolu le mystère. La clé réside dans la combinaison de 3 facteurs, les courants océaniques, les vents intenses et la géographie sous-marine. Maud Rise est un mont sous-marin qui s'élève du fond de l'océan jusqu'à environ 3000 mètres sous la surface. Quand les courants du Gir de Weddell passent sur Maud Rise, ils créent des tourbillons, comme quand l'eau d'une rivière passe sur une roche. Ces tourbillons traînent de l'eau plus chaude et plus salée des profondeurs vers la surface. Normalement, cette eau plus chaude serait couverte par une couche d'eau froide et moins salée, qui agit comme un isolant. Mais quand les vents antarctiques sont assez forts, ils poussent la couche superficielle vers l'extérieur, permettant à l'eau chaude de monter. Et quand cette eau chaude atteint la surface, elle fait fondre la glace par le bas. Le résultat est une polynia. Mais voilà l'intéressant. Les polynias ne sont pas seulement rares, elles sont importantes pour le climat mondial. Quand une polynia s'ouvre, l'océan en dessous est exposé à l'atmosphère. Cela permet à la chaleur et au dioxyde de carbone accumulés dans les profondeurs de se libérer dans l'air. C'est comme ouvrir une soupape de pression. Et cela a des effets en cascade dans tout le système climatique terrestre. Les scientifiques ont découvert que les polynias dans la mer de Weddell peuvent influencer la formation des eaux profondes antarctiques, qui sont des masses d'eau extrêmement froides et denses qui s'enfoncent jusqu'au fond de l'océan et voyagent autour du monde. Ces eaux profondes font partie de ce qu'on appelle la circulation thermohaline, un courant océanique mondial qui redistribue la chaleur autour de la planète. La circulation thermohaline fonctionne comme un tapis roulant géant. L'eau chaude et superficielle voyage depuis les tropiques vers les pôles. À mesure qu'elle se déplace vers le nord ou le sud, elle refroidit et devient plus dense. À certains points, comme la mer de Weddell, l'eau devient tellement dense qu'elle s'enfonce jusqu'au fond de l'océan. Une fois là, elle s'écoule lentement vers l'équateur, complétant le cycle. Ce processus prend des centaines ou même des milliers d'années. Mais si les polynias deviennent plus fréquentes en raison du changement climatique, elles pourraient altérer cette circulation de manière que nous ne comprenons pas complètement. Plus de polynias signifie plus d'eau profonde se formant. Plus d'eau profonde signifie des changements dans la température et la salinité des océans. Et les changements dans les océans signifient des changements dans le climat mondial. C'est un système incroyablement complexe, et nous commençons à peine à comprendre comment cela fonctionne. Mais les polynias ne sont pas le seul phénomène étrange dans la mer de Weddell. Il y a aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui semble sortir d'un film de science-fiction. L'eau surrefroidit. L'eau surrefroidie est de l'eau liquide qui est à une température en dessous de son point de congélation. Dans des conditions normales, c'est impossible. Mais dans la mer de Weddell, cela se produit tout le temps. La raison se trouve dans la pression et la salinité. Quand l'eau est extrêmement salée et sous pression, elle peut rester liquide même à des températures de moins 2 degrés ou moins. Mais voilà le problème. L'eau surrefroidie est instable. N'importe quelle perturbation, un changement de pression, un courant soudain ou même une particule de poussière peut la faire geler instantanément. Et quand cela se produit, cela libère une énorme quantité de chaleur. Ce phénomène crée ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. L'eau gèle, libère la chaleur, qui fait fondre la glace environnante, ce qui expose plus d'eau surrefroidie, qui gèle à nouveau. C'est un processus chaotique que les scientifiques commencent à peine à modéliser. Et cela a des conséquences réelles pour les bateaux qui naviguent ces eaux. Parce que l'eau surrefroidie peut geler au contact de la coque d'un bateau, créant de la glace sous la ligne de flottaison qui augmente le poids et réduit la stabilité. Et ce processus a des conséquences réelles pour les êtres vivants dans la mer de Weddell. Parce que malgré être l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète, il y a de la vie ici. Beaucoup de vie. Les phoques de Weddell sont probablement les animaux les plus emblématiques de cette mer. Ces mammifères marins ont évolué pour vivre dans des conditions qui tueraient presque n'importe quelle autre créature.
Ils peuvent plonger à des profondeurs de plus de 600 mètres et rester sous l'eau pendant plus d'une heure. Leur sang a une concentration exceptionnellement élevée d'hémoglobine, ce qui leur permet de stocker de grandes quantités d'oxygène. Et ils ont une couche de graisse qui les isole du froid extrême. Mais même avec toutes ces adaptations, les phoques de Weddell dépendent d'un facteur critique pour survivre: les trous de respiration. Ces trous sont des ouvertures dans la glace que les phoques gardent ouvertes en les mordant constamment. Et voilà le problème. Mordre la glace use les dents. Les phoques de Weddell plus vieux ont souvent les dents complètement usées d'années d'entretien des trous de respiration, et quand ils ne peuvent plus mordre la glace, ils ne peuvent plus garder les trous ouverts. Si la glace gèle sur un de ces trous, le phoque ne peut pas respirer. Et s'il ne peut pas trouver un autre trou rapidement, il se noie. C'est une mort lente et agonisante, sous la glace, à des mètres de la surface, mais sans moyen de l'atteindre. Les phoques de Weddell font aussi face à un autre danger: les léopards de mer. Les léopards de mer sont les prédateurs apex de la mer de Weddell. Ce sont des énormes, mesurant jusqu'à 3,5 mètres de long et pesant plus de 500 kilos. Et ce sont des chasseurs brutalement efficaces. Contrairement à la plupart des phoques, qui mangent principalement du poisson et du krill, les léopards de mer chassent des animaux à sang chaud. Des pingouins, d'autres phoques. Ils ont même attaqué des humains en de rares occasions. Les léopards de mer ont une technique de chasse particulièrement perturbante. Quand ils attrapent un pingouin, ils ne le tuent pas immédiatement. Ils le secouent violemment, le frappant contre la surface de l'eau encore et encore, jusqu'à ce que le pingouin soit déchiqueté. Ce comportement n'est pas juste pour tuer, c'est aussi pour enlever la peau et les plumes, rendant le pingouin plus facile à manger. Les observateurs ont décrit le bruit comme similaire à quelqu'un frappant un tapis humide contre un mur. C'est brutal, c'est efficace, et c'est la réalité de la vie dans la mer de Weddell. Mais les léopards de mer montrent aussi des comportements que les scientifiques commencent à peine à comprendre. Il y a des enregistrements de léopards de mer jouant avec leur proie. Ils attrapent un pingouin jeune, le lâchent, le poursuivent à nouveau, l'attrapent, le lâchent à nouveau. Comme un chat jouant avec une souris. Au début, les scientifiques pensaient que c'était de la cruauté sans but. Mais maintenant, ils croient que c'est de la pratique. Les léopards de mer perfectionnent leur technique de chasse sur des proies faciles, se préparant à chasser des proies plus difficiles comme les pingouins adultes ou les jeunes phoques. Les orques fréquentent aussi la mer de Weddell. Ces chasseuses intelligentes ont appris à utiliser la glace à leur avantage. Quand elles détectent un phoque sur la glace, elles coordonnent les attaques en groupe, créant des vagues qui inclinent les blocs de glace et font que le phoque glisse à l'eau. C'est une technique de chasse qui nécessite la communication et le travail d'équipe, et c'est un exemple fascinant de l'intelligence animale. Mais les orques de la mer de Weddell ont développé une autre technique encore plus impressionnante. Elles ont appris à attendre sous les trous de respiration des phoques. Elles restent parfaitement immobiles, flottant juste sous la glace, attendant. Quand un phoque monte pour respirer, l'orque attaque par en bas, traînant le phoque à l'eau avant qu'il puisse réagir. C'est une embuscade parfaite. Et cela fonctionne parce que les orques sont incroyablement patientes. Elles peuvent attendre pendant des heures, sans faire un seul mouvement, jusqu'à ce que le moment parfait arrive. Sous la glace, le fond de la mer de Weddell abrite des écosystèmes que les scientifiques commencent à peine à explorer. En 2018, une expédition sous-marine a découvert des millions de nids de poissons de glace au fond de la mer. Ces poissons construisent des nids circulaires dans le lit marin, chacun d'environ 1 mètre de diamètre, et les protègent avec dévouement. La zone où ces nids ont été trouvés couvrait plus de 240 km². C'est la plus grande colonie de reproduction de poissons jamais découverte. Et puis, il y a les créatures qui défient toute logique. Des vers de glace qui vivent à l'intérieur des cristaux de glace. Ces vers sont microscopiques, mais ils ont trouvé un moyen de survivre dans un environnement qui devrait être complètement inhospitalier. Ils se nourrissent de bactéries qui vivent dans la glace, et leur corps produit des protéines antigel qui leur permettent de fonctionner à des températures en dessous de zéro. Des éponges de cristal qui grandissent au fond marin à des températures en dessous de zéro. Ces éponges sont des structures fragiles et belles, qui semblent faites de verre. Mais ce sont des êtres vivants, filtrant les nutriments de l'eau à des vitesses incroyablement lentes.
Certaines de ces éponges ont des centaines d'années. Elles grandissent à peine de quelques millimètres par décennie. Elles sont des témoins silencieux de l'histoire de la mer de Weddell, survivant dans des conditions qui tueraient la plupart des formes de vie en quelques minutes. Des crabes des neiges couverts de bactéries qui leur permettent de survivre près des cheminées hydrothermales. Ces crabes sont aveugles, vivant dans l'obscurité totale du fond océanique. Mais ils n'ont pas besoin de voir. Les bactéries qui recouvrent leur corps leur fournissent des nutriments, convertissant les produits chimiques des cheminées hydrothermales en énergie que le crabe peut utiliser. C'est une relation symbiotique qui permet à ces animaux de vivre dans l'un des environnements les plus extrêmes de la Terre. Mais il y a un autre habitant de la mer de Weddell qui est crucial pour tout l'écosystème, le krill antarctique. Ces petites créatures ressemblant à des crevettes, de seulement quelques centimètres de long, existent en nombre qui défient l'imagination. On estime qu'il y a environ 500 billions d'individus dans l'océan Antarctique. C'est plus de krill que d'étoiles dans notre galaxie. Le krill se nourrit du phytoplancton, les algues microscopiques qui grandissent sous la glace marine. Et à son tour, le krill est mangé par presque tout le reste. Les phoques, les pingouins, les poissons, les oiseaux marins et les plus grandes baleines du monde, les baleines bleues, tous dépendent du krill. C'est le cœur de l'écosystème antarctique. Sans krill, tout s'effondre. Mais le krill de la mer de Weddell fait face à des menaces croissantes. Le changement climatique réduit l'étendue de la glace marine. Moins de glace signifie moins de phytoplancton. Moins de phytoplancton signifie moins de krill. Et moins de krill signifie que tous les animaux qui en dépendent sont en difficulté. Les scientifiques ont observé des diminutions des populations de pingouins dans les zones où le krill est devenu plus rare. C'est un signal d'avertissement que quelque chose de fondamental change dans l'écosystème de la mer de Weddell. Mais pour les humains, la mer de Weddell reste un défi presque insurmontable. Les expéditions modernes qui tentent d'étudier cette région font face aux mêmes dangers que Shackleton et Weddell ont affrontés il y a plus d'un siècle. La glace reste imprévisible, les tempêtes restent féroces, et la distance depuis n'importe quel centre de sauvetage reste immense. En 2019, une expédition qui tentait de se rendre à l'Endurance a dû être annulée parce que la glace était trop dense pour que le bateau passe. Même avec la technologie moderne, les brise-glaces et les communications par satellite, la mer de Weddell est un endroit où la nature commande toujours. Tu ne peux pas la contrôler, tu peux seulement la respecter. Mais il y a quelque chose de plus dans la mer de Weddell qui la rend un endroit unique sur la planète. Elle est le foyer de certains des icebergs les plus grands jamais vus. Ces géants de glace se détachent des plateformes de glace qui bordent la mer, en particulier de la plateforme de glace Filchner-Ronne, la plus grande plateforme de glace du monde en volume. Quand un iceberg se détache, ce n'est pas un événement silencieux. C'est un cataclysme. La glace se brise avec un bruit comme le tonnerre qui peut être entendu à des kilomètres de distance. La plateforme se fissure, et un morceau de glace de la taille d'une ville, ou même d'un petit pays, se sépare et commence à flotter. Ces icebergs peuvent avoir des centaines de mètres d'épaisseur. La majorité de leur masse est sous l'eau, mais ce qui dépasse au-dessus de la surface est suffisant pour changer le paysage. En 1986, un iceberg s'est détaché de la plateforme Filchner-Ronne, qui mesurerait finalement 4000 km². Ils l'ont appelé A23A. Mais au lieu de flotter vers le nord comme prévu, il s'est échoué au fond de la mer de Weddell. Pendant plus de 30 ans, il est resté là, piégé, agissant comme une île de glace. Mais en 2020, quelque chose a changé. L'iceberg s'est libéré et a commencé à se déplacer. Pendant des mois, l'A23A a dérivé lentement vers le nord. Mais ensuite, il s'est coincé à nouveau, cette fois non au fond de l'océan, mais dans ce que les scientifiques appellent une colonne de Taylor. C'est un phénomène océanographique où l'eau tourne autour d'un mont sous-marin, créant un vortex qui piège n'importe quoi d'assez grand pour rester piégé dans sa rotation. L'A23A s'est coincé, tournant au même endroit pendant des mois. Finalement, en 2024, l'iceberg s'est libéré de la colonne de Taylor et a poursuivi son voyage vers le nord. Les scientifiques prédisent qu'il atteindra finalement l'île de Géorgie du Sud, où les eaux plus chaudes le briseront en plus petits morceaux et l'éventuellement feront fondre. Mais jusqu'à là, l'A23A est une présence massive dans l'océan.
un rappel de la puissance de la glace antarctique. Et ces icebergs ne sont pas juste des curiosités scientifiques, ce sont des dangers réels pour la navigation. Un iceberg de la taille de l'A23A peut être vu de l'espace, mais les icebergs plus petits de la taille d'une maison ou d'un immeuble sont beaucoup plus difficiles à détecter, surtout la nuit ou dans des conditions de brouillard. Et si un bateau entre en collision avec un de ces icebergs à pleine vitesse, les conséquences peuvent être catastrophiques. Le Titanic a coulé après avoir heurté un iceberg qui s'était détaché du Groenland. Mais les icebergs de la mer de Weddell sont différents. Ils sont plus grands, plus denses et sont faits de glace glaciaire qui a été comprimée pendant des milliers d'années. Cette glace est incroyablement dure, beaucoup plus dure que la glace qui se forme à la surface de la mer. Un iceberg de la mer de Weddell peut couper la coque d'acier d'un bateau comme si c'était du beurre. Mais ce ne sont pas seulement les icebergs visibles qui sont dangereux. Il y a aussi les growlers, de petits morceaux de glace qui dépassent à peine de l'eau, de la taille d'une automobile ou moins. Ceux-ci sont presque impossibles à détecter avec le radar parce qu'ils sont trop petits, mais ils sont assez grands pour endommager un bateau. Et la mer de Weddell en est remplie, surtout dans les zones où les plus grands icebergs se désintègrent. Les scientifiques continuent d'étudier la mer de Weddell parce que c'est clé pour comprendre le changement climatique. Les eaux profondes qui se forment ici voyagent autour du monde, influençant les températures océaniques sur tous les continents. Les polynias qui s'ouvrent ici libèrent des gaz à effet de serre qui affectent l'atmosphère mondiale. Et la glace qui se forme et fond ici réfléchit et absorbe le rayonnement solaire, altérant les modèles climatiques. Et il y a des preuves croissantes que la mer de Weddell change. La température de l'eau profonde a augmenté au cours des dernières décennies. Pas beaucoup, seulement quelques dixièmes de degrés, mais suffisant pour avoir des effets. Une eau plus chaude signifie que les plateformes de glace fondent plus vite d'en bas. Et quand les plateformes de glace fondent, les glaciers derrière elles coulent plus vite vers la mer, soulevant le niveau des mers mondiales. Les modèles climatiques prédisent que si les tendances actuelles continuent, la plateforme de glace Filchner-Ronne pourrait connaître une augmentation dramatique des taux de fonte d'ici la fin de ce siècle. Cela pourrait libérer d'énormes quantités d'eau douce dans la mer de Weddell, altérant la salinité de l'eau et potentiellement interrompant la formation des eaux profondes. Les conséquences de cela se feraient sentir partout dans le monde. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose qui va au-delà de la science. La mer de Weddell est un rappel qu'il y a encore des mystères sur notre planète. Il y a encore des endroits que nous n'avons pas complètement explorés. Il y a encore des phénomènes que nous ne comprenons pas complètement. Et c'est quelque chose de précieux, parce que dans un monde où nous avons l'impression que tout est cartographié, documenté et expliqué, c'est humiliant de savoir qu'il y a encore des endroits qui nous défient. Quels autres secrets cache la mer de Weddell? Combien d'autres bateaux reposent au fond, attendant d'être découverts? Quelles espèces encore inconnues vivent sous sa glace? Comment cette mer changera-t-elle dans les prochaines décennies? Et que signifiera cela pour le reste de la planète? Ce sont des questions qui n'ont pas encore de réponse. Et peut-être qu'elles n'en auront jamais. Parce que la mer de Weddell n'est pas un endroit qui révèle facilement ses secrets. C'est une mer qui exige le respect. Une mer qui rappelle à chaque bateau, à chaque explorateur, à chaque scientifique qui ose entrer dans ses eaux, que la nature est plus puissante que n'importe quelle technologie que nous pouvons créer. C'est une mer où l'eau est tellement claire que tu peux voir les profondeurs, mais tellement froide qu'elle te tuerait en quelques minutes. Une mer où la glace peut piéger un bateau et le conserver pendant plus d'un siècle, comme s'il était un musée congelé dans le temps. Et dans cette glace, dans ces eaux transparentes et mortelles, il y a des leçons que nous apprenons toujours. Les leçons sur les limites de la résilience humaine. Les leçons sur la façon dont notre planète fonctionne. Les leçons sur ce que cela signifie de faire face à l'inconnu avec courage et détermination. La mer de Weddell est l'endroit le plus transparent du monde, et aussi le plus sombre, parce que malgré toute notre technologie, malgré tous nos satellites et nos robots sous-marins, il y a encore des parties de cette mer que nous n'avons jamais vues. Il y a encore des profondeurs que nous n'avons jamais explorées. Il y a encore des histoires enterrées sous la glace que nous ne connaîtrons jamais. Et peut-être que c'est ce qui rend la mer de Weddell si fascinante. Ce n'est pas juste un endroit. C'est un défi, un rappel que la Terre a encore des endroits qui nous surpassent,
des endroits où nous ne commandons pas, des endroits où les règles sont établies par la nature, et nous ne pouvons qu'observer, émerveillés et humbles face à des forces que nous ne pouvons pas contrôler. Ce canal est une communauté de milliers d'explorateurs qui découvrent ces endroits chaque semaine. Nous mettons en ligne 3 nouvelles vidéos chaque semaine. Si tu veux en faire partie, abonne-toi en activant la cloche, mets un j'aime si tu as aimé, et commente de quelle ville tu nous regardes. Nous adorons savoir où sont nos explorateurs. Jusqu'au prochain endroit interdit.